Un improbable. L'improbabilité absolue d'une carrière comme celle qui s'est produite. Un jour, j'ai eu la chance inouïe, je n'avais pas 20 ans, d'être signalé à quelqu'un qui allait disparaître quelques années plus tard, qui était le maire de Lyon, Édouard Herriot lui-même, et qui va me recommander à Pierre Mendès France. Et c'est comme ça que je vais commencer à découvrir le barreau et puis voir les grands avocats. J'ai prêté serment fin 59, je suis devenu avocat. Improbable dans un milieu qui n'était pas aussi profus que celui d'aujourd'hui dont on pourra parler, celui qu'ont connu les magistrats au cours des décennies que j'ai vécues. Et puis, et c'est alors que je me suis inscrit et que j'ai eu la chance inouïe de rencontrer un très grand avocat qui s'appelait Johannes Ambre. Puis ensuite, dans la foulée, dans les semaines qui ont suivi, où je plaidant à bourg que je sens une main sur mon épaule, et le plus grand avocat d'assises de l'époque qui s'appelait Joseph Kerr, dont le médaillon figure dans le couloir d'accès de la cour d'assises, il me tape sur l'épaule, il me dit « J'ai trouvé, c'est toi le successeur, tu vas faire une grande carrière. » Je lui dis « Monsieur, faut pas vous moquer de moi, c'est pas possible. » Il me dit « On va voir ça, t'inquiète pas. » Et c'est comme ça que tout a démarré, porté par des gens de grande qualité, exceptionnels. Pourquoi moi? Le hasard qui fait la nécessité. Moi, je ne crois pas du tout que j'étais un immense avocat. Je pense que j'étais un bon avocat et surtout qui avait des réflexes populaires et savait se battre. Comment je connais François? D'abord parce que je suis lié à beaucoup d'amis de la Résistance anciens que j'ai connus dans ma jeunesse, puisque j'ai vu toute cette époque avec des copains juifs aussi de mon père. La succession des juges, des bons, des moins bons, d'exécrables à l'époque, j'ai trouvé un ou deux magistrats qu'il était. Mais François débarque à Lyon. Et l'un des premiers qui vient voir, alors il vient voir Ambre, parce que Ambre aussi a été de la partie de la résistance à un moment après quelques conflits qui s'étaient produits. Mais qu'est-ce qu'on lui dit quand il arrive à Lyon? Il y a un jeune type là, qui s'appelle André Soulier, il est ci, il est ça, etc. Et comme c'était un homme de gauche, un héritier du XVIIIe siècle, du grand XIXe, etc. Et François, quand je vais dans son bureau, la première fois, il ferme la porte et il dit « Chut, on peut nous écouter ». Alors on va parler très tranquillement tous les deux. Ça, c'est François Renaud, avec son passé militaire, son passé de résistant. Au départ, je ne le connais pas suffisamment pour savoir s'il est en train de plaisanter, mais en tout cas, curieusement, alors que je suis un ami, d'abord, que je lui suis redevable de m'avoir accueilli à son cabinet quand personne ne me connaissait en décembre 59, Johannes Ambre, au passé, disait-on, tourmenté. Je ne suis pas un juge. Cet homme est aussi un franc-maçon. Et donc, ça ne va pas coller avec lui. Est-ce que c'est parce que dans les premiers mois des années 40, Johannes avait été un peu imprudent, je ne sais pas, je ne suis pas juge. Et ça ne va pas coller. Entre Johannes Ambre et... Ils s'affrontent. Et le juge Renaud. Ils s'affrontent. Alors qu'en ce qui me concerne, pas du tout. Alors, il était beau mec. C'était un homme à femme. À l'époque, je l'avais appelé, ça me faisait rire. Je disais au fond, François, tu es un collectionneur. Voilà. Et donc, ça, c'était François Renaud. Plaisant. Évidemment, dans sa vêture, il n'était pas engoncé dans un costume gris, serré sur le ventre. Voilà. Non. Il venait avec des
des vestes claires et tout. Il laissait sa voiture devant le palais de justice. On pouvait se garer comme on voulait à l'époque. L'homme qui va baptiser François, le shérif, est mon associé. Un jour, je lui dis, écoute, François est un ami, on peut aller le voir. Et il me dit, dis donc, ton copain, c'est le shérif. Et c'est comme ça qu'il le dit à un journaliste, puis deux, puis trois, et c'est parti. Quand je regarde, moi, avec le passé, sans lentilles et sans loupe, on va laisser de côté ce qui s'était passé avant 1939. Déjà, les vieux avocats commençaient à disparaître. Nous sommes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous sommes très vite à nouveau happés dans deux guerres qui ont eu toutes les deux des conséquences et qui les ont aujourd'hui encore. L'Indochine et l'Algérie en 1954. Et là, indiscutablement, il y a un lien historique, intellectuel, manifeste entre ce qu'est François Renault, qui est jeune issu de la résistance, foutraque, disait-on à l'époque, parce qu'il était capable de toutes les audaces, et puis le temps nouveau qui arrivait. Et c'est là, à ce moment-là, que vont se dérouler les actes de naissance d'une nouvelle criminalité. Je ne vais pas en parler avec méchanceté, parce que j'ai été un des avocats du chef, devenu le chef du gang des Lyonnais, décédé l'année dernière. À ce moment-là, il y a avant le gang dit des Lyonnais, il y a un garçon de la Croix-Rousse, complètement fêlé, qui va commettre même des assassinats, et ça va mal finir. Comme je suis jeune avocat, mais je ne suis pas un héritier, il faut bien aller trouver les clients quelque part. Et bien les clients, je les trouve chez les pauvres. Et chez les pauvres, il arrive parfois. Ce qui arrive de façon plus saignante et dangereuse parfois que pour les riches, ils font du trafic avec leur compte en banque et leurs héritages. Je n'ai pas changé. Hein. Et là, les autres, c'est des malandrins qui vont s'en prendre aux banques à l'époque. Et c'est là que va naître précisément le gang dit des Lyonnais, avec un homme génial, je ne suis pas en train d'exagérer, qui s'appelait Edmond Vidal. Et donc ça, c'est François Renault, il arrive là, dans ce moment bouillonnant, et avec son caractère, avec sa culture, avec ses exigences, imprudent en même temps. C'est un homme pour lequel j'ai tellement d'affection, pas d'amitié, que je ne serais pas aussi, non pas bravache, mais exigeant et rude avec lui, ce que va être, par exemple, Johannes Sambre, avec son talent. Ils sont francs-maçons tous les deux, je peux le dire comme ça, c'est vrai. Et pourtant, le heurt va être considérable, car François va penser qu'il peut faire craquer le gang des Lyonnais s'il incarcère les femmes, lesquelles n'avaient pas cambriolé de banques ou de grands établissements économiques ou la Poste. La Poste de Strasbourg, c'était des hommes. Eh bien, ça, François décide, lui, dit, on emploie les grands moyens. Et c'est comme ça qu'il va susciter une aversion. Mais c'est pas le gang des Lyonnais qui le fera tuer. Ce que je sais de son assassinat, c'est que ce type était très bien. Et je parle plus du magistrat, je parle de l'homme. Mais un magistrat a le droit d'être un homme. Quand même, il fera tout pour protéger sa compagne de l'époque. Tout. Et il se mettra, alors que il pouvait ficher le camp, il pouvait peut-être se sauver. Il
il va faire le nécessaire pour qu'elle ne soit pas... et d'ailleurs, elle a pu se sauver et ensuite faire son existence sans doute avec de grands troubles. Mais c'est François. François, à ce moment-là, de ce que je sais, François s'est conduit comme un type plein de bravoure. Voilà. C'est ce que je n'en ai pas su davantage. Je vais raconter des choses que je n'ai pas racontées jusqu'ici. Je savais qu'il avait eu quelques anicroches dans les jours ou semaines qui étaient passées. Elles sont connues. Il est armé. Il est armé, il y a un type qui lui fait une tête à queue ou qui l'engueule, etc. Il descend et il a son flingue. Quand il remonte dans sa voiture, il dit « il faut que je me sépare de cette arme ». Et il n'aura pas d'arme sur lui. S'il avait eu son revolver, s'il n'y avait pas eu cet incident avec cet automobiliste quelques jours avant, ou 2 semaines, 2-3 semaines avant, il aurait tiré sur les types. Il se sauvait. Il y a au Sainte-Marie-de-la-Mer, chaque année, une journée où les gitans viennent saluer Marie. Qu'est-ce qui prend à François Renaud? Il dit à 2-3 copains, il y a François Lafiongue, il y en a d'autres. Voilà, j'ai envie d'aller au Sainte-Marie pour cette fête. Les autres lui disaient Monsieur le juge, c'est pas très opportun, et puis ça sert à quoi? Ça va être pris pour de la provocation, il n'y a pas de question. Non, faut pas faire ça. Têtu, François, qui quand même, par son obstination, s'est mis dans une mauvaise boucle. Ils y vont, et François me racontera. Il y a une soirée, il y a des types avec leur guitare, etc. C'est des manouches, et c'est formidable, ça se passe bien et tout. Et il y a des paquets de voyous qui sont là, dont des gens du gang. Et ils sont avec leurs femmes, souvent belles, quelquefois très belles. Et François se lève et il va inviter l'une d'entre elles à danser. Les copains ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Quel con, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas possible. La première danseuse qu'il sollicite se refuse à lui. Elle dit non. Et à ce moment-là, il y a des voyous qui sont là à côté qui font « Si, monsieur, vous pouvez danser avec madame ». Il était sous surveillance de malfrats. Et puis quand il est revenu s'asseoir, il dit bah, « Vous avez vu, il n'y a pas d'incident, il n'y a rien ». Peut-être qu'il était condamné à mort, déjà, mais avant. Quelques jours avant, je l'ai invité à déjeuner en tête-à-tête, c'était mon pote. Et je lui dis « François, il est temps que tu partes ». Il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» C'était en plein émoi, déjà, avec le gang des Lyonnais et tout. Je lui dis « Je te vois bien comme président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ». Il me dit « Mais t'es con !» Et c'est comme ça qu'il me répond. « Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Bourgoin-Jallieu ?» Je dis « C'est très bien, parce qu'il y a un émule de Poujade qui était dans le coin là-haut, un peu au-dessus, et qui faisait dans la défense des commerçants et tout. » Je lui dis « Tu peux avoir des débats, puis Ambre viendra plaider, puisqu'il plaide pour ces commerçants, là, ça va être formidable. Bourgoin-Jallieu va devenir un des temples de l'éloquence française. » Il dit « Tu te fous de moi ?» Et on a ri comme ça. Et 10 jours ou 12 jours ou 15 jours après, il tombait sous les balles de ces assassins. Ça, c'était François Renaud. Je n'étais pas tranquille sur son avenir comme ça. D'abord, le magistrat traditionnel ou autre considérait quand même qu'il y allait un peu fort. Et ça tenait pas seulement à sa vêture et à ses bagnoles décapotables dans lesquelles il arrivait et dans lesquelles il y avait une charmante jeune femme à côté de lui. Non, c'était pas ça. Non, c'était les risques qu'il commençait de prendre, en dépit des avertissements. Moi, je l'avais averti là-dessus, c'est pas douteux, en raison des liens que nous avions
Racontez-nous la période d'instruction, l'enquête sur cet assassinat et la manière dont elle ne débouche sur pas grand-chose. En tout cas sur une fin et une prescription aujourd'hui. Naturellement, un juge d'instruction va être désigné pour le remplacer. Exceptionnel, très grand magistrat. Très grand magistrat que j'ai vu dans des affaires compliquées. C'est lui qui va prendre la suite et il va procéder à des auditions, non plus dans son bureau, parce que les gens, mais au petit dépôt. Le petit dépôt qui, à l'époque, est au palais de justice, l'alimentation arrivait par la rue Saint-Jean. C'est une image qui m'avait frappé, je le dis. Il y avait à la fois des gens du gang des Lyonnais, par exemple, qui étaient là, tous des hommes jeunes, beaux mecs, souvent, et puis des types de la sûreté, des enquêteurs. Beaux mecs, sapés de la même manière. Le jean avait pris son envol, et on pouvait passer de l'un à l'autre, et on se disait, celui qui ne connaissait pas disait, putain, attendez, c'est lequel? Qui est-ce qui est poursuivi? Et ce juge d'instruction, c'est lui qui a terminé ces informations judiciaires. Mais beaucoup de choses n'ont pas pu être établies parce que, évidemment, le mutisme devant l'assassinat du juge et les conséquences a été considérable. Maître Soulier, aujourd'hui, à 92 ans, est-ce que vous pouvez nous dire si vous connaissez le nom du ou des assassins du juge Renaud? Je pense les connaître, oui. Je sais quelle bande. Et vous m'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas le gang des Lyonnais. Non. Ça, vous êtes formel. Mais alors, je suis pas formel. Je suis catégorique. Catégorique. Voilà. Mon nom repose en paix. C'est pas les gens du gang.